du fait des anomalies de l'hémoglobine et de l'hyperhémolyse chronique. Donc, au bout d'un an, vous vous arrêtez et vous faites des examens complémentaires et vous détectez les complications potentielles. Si elles sont là, vous les traitez. Si elles ne sont pas là, vous êtes tranquille. C'est comme ça qu'on fait le suivi des maladies chroniques. Donc là, c'est bien pour la surcharge en fer. Vous me rappelez cela, docteur Sada. Vous, il faut que je revoie votre présentation. Hein. Il faut la reprendre. Ensuite, vous me l'envoyez. Je la corrige. Et peut-être je vous insère la diapositive sur le chélateur de fer. Mais vous, votre présentation, vraiment, il faut la refaire et me l'envoyer. Parce que là, c'est un peu confus. D'accord. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Non? On peut faire la synthèse. Alors, j'ai déjà fait quelques observations générales. Alors, d'abord au niveau du plan, retournez au plan. Je crois qu'on peut revisiter votre présentation pour aller vite. Le plan, il faut sortir les signes. Les signes ne font pas partie des généralités. Donc, les généralités s'arrêtent à la physiopathologie. Voilà. Voilà. Donc, généralité, c'est définition, intérêt, physiopathologie. Ça suffit, vous arrêtez là-bas. Et le 2, vous faites signe. Ou bien, vous faites diagnostic, comme vous voulez. Pour cette leçon-là, c'est à vous de voir le plan qui vous convient. Tout en sachant que si vous faites un plan signe, il vous faut un type de description. Et moi, ce que je vous proposerai dans ce cas, c'est de faire deux entités distinctes. Bêta-thalassémie, d'un côté, vous prenez un type de description comme la maladie de Coulé ou bêta-thalassémie majeure. Vous décrivez les signes fonctionnels, les signes généraux, les signes physiques, les signes paracliniques. Et dans les signes paracliniques, vous donnez la biologie, c'est l'hémogramme, c'est important. Le taux d'hémoglobine, les constantes érythrocytaires, VGM, TCMH, les globules blancs, les plaquettes. Vous parlez du frottis parce que vous avez parlé d'une anisopoikilocytose, d'une polychromatophilie. D'accord? Ensuite, vous faites la biochimie. Vous recherchez les stigmates d'hémolyse. Comme on le fait avec la drépanocytose, hein? Bilirubine, aptoglobine, LDH. Et ensuite, vous faites l'électrophorèse de l'hémoglobine, toujours dans la biochimie. Non, pardon. Avant l'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est le bilan martial. Parce que quand vous avez une anémie hypochromicrocytaire, naturellement, vous pensez à une carence en fer. Et ce qui fait la différence avec la carence en fer, c'est que dans les thalassémies, l'anémie est hypochromicrocytaire, très microcytaire. Vous avez des VGM autour de 50, 60, 70. Rarement même 70. Vous aurez autour de 50, 60, 65, 68. Ça, c'est une particularité. Et l'autre particularité, c'est que vous aurez une surcharge en fer. Le fer sérique sera élevé, la ferritine sera élevée, même si l'enfant n'a jamais été transfusé. Ça également, c'est une particularité des syndromes thalassémiques. Ce n'est pas une vue de l'esprit quand on vous demande de faire le bilan martial quand vous avez une anémie hypochromicrocyte. Dans tous les cas, cela vous renseigne, surtout dans les thalassémies. Maintenant, après ce bilan martial, vous allez faire l'électrophorèse de l'hémoglobine avec les différentes fractions. Et cette électrophorèse de l'hémoglobine va vous donner des résultats qui sont concordants avec votre physiopathologie. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'avait pas compris la physiopathologie, il a raison. Parce que si vous ne comprenez pas la différence entre les chaînes, les gènes et la synthèse de l'hémoglobine, il vous sera difficile de comprendre la suite. Et à chaque fois que vous parlez d'une thalassémie, la physiopathologie, c'est-à-dire la délétion ou la mutation en question, doit vous expliquer le résidu de synthèse d'hémoglobine que vous devez avoir et l'électrophorèse de l'hémoglobine, qu'est-ce que vous devez avoir. Parce qu'en général, c'est un équilibre parfait. Quand toutes les chaînes sont là, chaque chaîne a sa proportion. Dans la physiopathologie, elle vous a expliqué, l'hémoglobine normale est composée d'hémoglobine A, d'hémoglobine A2.
l'hémoglobine normale. Maintenant, si l'hémoglobine est anormale, il y a toujours soit une chaîne qui est absente. Et quand la chaîne est absente, qu'est-ce qui se passe? Il y a une qui relais et qui synthétise l'hémoglobine pour compenser. Parce que dans tous les cas, vous devez avoir 100%. Donc, s'il y a un qui est absent, il y a quelqu'un d'autre qui compense. Et de cette façon-là, vous allez voir quel est le taux attendu. Quand vous avez un enfant qui a une hémoglobine fœtale à 50%, bon, 50% peut-être, ce n'est pas le bon exemple. Un enfant qui a une hémoglobine fœtale à 80%, alors, pour qu'il fasse 100%, il lui faut un peu d'hémoglobine A2, un peu d'hémoglobine A1. Et vous allez voir, en fonction des pourcentages, vous êtes dans une alpha-thalassémie ou dans une bêta-thalassémie. Parce qu'on va vous dire, la A2 tourne autour de 3,5%. Entre 2,5 et 3,5, la fourchette de la A2. Donc, si vous êtes en deçà de 2,5, ce n'est pas normal. Si vous êtes au-delà de 3,5, ce n'est pas normal. Et c'est ainsi que vous allez voir, est-ce que vous êtes dans une bêta-thalassémie, si vous êtes au-dessus de 3,5, ou bien si vous êtes dans une alpha-thalassémie, vous êtes en deçà de 2,5. La fœtale, c'est pareil. On ne doit pas avoir un taux de fœtale supérieur à 5%. Parfois, même, on vous dit 1%. En dehors des enfants qui ont une persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale, vous n'aurez pas un pourcentage augmenté. Donc, à chaque fois que vous aurez un enfant qui a un taux élevé d'hémoglobine fœtale, déposez le stylo et réfléchissez. Qu'est-ce que cela peut être? Regardez l'hémogramme. Les hémoglobinopathies, le diagnostic se fait vraiment avec un faisceau d'arguments. L'électrophorèse à elle seule ne peut pas suffire. Il faut l'électrophorèse de l'hémoglobine, mais il faut également l'hémogramme. Parce que c'est l'hémogramme qui vous oriente en vous disant l'anémie est de type normochrome normocytaire, vous pensez hémoglobinopathie qualitative de type drépanocytose, ou bien l'anémie est de type hypochrome microcytaire et vous pensez hémoglobinopathie quantitative cette fois-ci de type thalassémie. Et ça, vous ne l'avez pas dit dans la définition, c'est important. La différence entre les thalassémies et la drépanocytose, c'est que dans la drépanocytose, l'hémoglobinopathie, l'atteinte est de type qualitative. C'est la qualité de l'hémoglobine qui est endommagée. L'hémoglobine est produite, mais la qualité n'est pas bonne. C'est une hémoglobine anormale. Elle est là, elle est présente, mais elle est anormale. C'est une S qui est là. Alors que dans les thalassémies, c'est un défaut quantitatif. Dans les bêta, on devait avoir 2 gènes qui produisent de l'hémoglobine. Si vous avez un gène qui est muté, donc un gène est absent. La production sera assurée par un seul gène. Donc, du coup, vous aurez un déficit quantitatif. Dans les alpha-thalassémies, c'est 4 gènes qui doivent être présents. Si tous les 4 sont présents, vous avez la production optimale. Maintenant, en fonction du gène absent, si c'est un seul gène qui est absent, 3 gènes vont travailler. Donc, si 3 gènes travaillent, vous aurez 75% de votre hémoglobine qui est normale. Ce qui fait que dans les alpha-thalassémies, si vous avez une seule délétion, on l'appelle forme silencieuse parce que c'est minime, c'est 1/4, c'est 25%. Donc, le reste, c'est 75%. Si vous avez délétion de 2 gènes, alors là, ça devient un peu compliqué. Donc, quand vous avez délétion de 2 gènes, vous avez perdu 25 plus 25, ça fait 50. D'accord? Donc, ça peut être symptomatique, ça peut ne pas être symptomatique. Mais dans tous les cas, sur le plan biologique, vous aurez des microcytoses et des hypochromies, hein, ça c'est sûr. Quand vous avez des lésions de 3 gènes maintenant, alors là, c'est symptomatique. D'accord? 4 gènes, ce n'est pas compatible avec la vie. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la physiopathie.